Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau temps fort de l'Agora Live Expérience Client. Pendant 30 minutes, il sera question de la relation client et de la DSI en tant que binôme gagnant pour améliorer l'expérience client de bout en bout. Pour évoquer ce sujet, en parler pendant 30 minutes, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à ma droite Anthony Sebag, Sales Manager at Coverage Communication Part of Sabio Group. Bonjour, je vous remercie. Je l'ai bien dit. C'est exactement ça. Parfait. À ma gauche, Jean-Baptiste N15, CTO et Business Unit Director chez EBP Informatique. C'est ça. Bonjour Jean-Baptiste. Et à vos côtés, j'ai le plaisir également d'accueillir Marie Amiot, directrice BU International, directrice de la relation client chez EBP. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, ces 30 minutes seront l'occasion d'un retour d'expérience de EBP sur ses enjeux, les missions du service client et l'organisation métier IT. Pour rentrer dans le vif du sujet, je me tourne vers vous, Marie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer synthétiquement votre cœur de métier chez EBP, votre typologie de clients et l'organisation de votre service? Bien sûr. EBP est un éditeur de logiciels de gestion, entreprise familiale depuis 37 ans maintenant, basée à Rambouillet dans les Yvelines, avec un établissement également à Chartres en Eure-et-Loire. On a également un prestataire à Rabat au Maroc. On est 600 collaborateurs aujourd'hui. Notre mission est de proposer des solutions de gestion et des prestations de services de gestion à des entreprises allant de 0 à 100 salariés. Des solutions innovantes si possible en comptabilité, en gestion, en facturation et en paye. Sur la population qui nous concerne dans le déploiement de Genesys Pure Cloud, nous avons les commerciaux sédentaires et les techniciens du support de l'assistance technique. Aujourd'hui, nous avons environ 90 commerciaux sédentaires basés à Rambouillet et environ 150 techniciens du support assistance technique basés en partie à 70-80% à Chartres et en partie à Rabat. Rabat qui est un prestataire de services qui nous aide à faire du renfort sur les opérations France, commerce et technique, les opérations internationales et aussi sur du développement informatique. Et puis, c'est une entreprise EBP qui a développé une culture client très intense, et ce, depuis le fondement de l'entreprise. Et cette culture cliente a été déterminante dans le choix de Genesys Pure Cloud et dans le déploiement qu'on a opéré, notamment avec Jean-Baptiste et Anthony. Alors pour ceux qui vous ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer qui sont un peu vos clients chez EBP? Nos clients sont des TPE, PME, essentiellement dans le bâtiment. On a beaucoup d'artisans. Et ce sont des entreprises qui font le choix d'informatiser leur gestion de manière simple et efficiente. Et voilà, on est vraiment sur un créneau et un segment de marché d'entreprises allant de 0 à 100 salariés. Très bien. Anthony Sebag, vous avez été un peu à la croisée de nombreux projets entre Genesys et EBP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est votre relation et comment vous travaillez avec justement EBP? Avec plaisir. Donc, pour refaire simplement la genèse en quelques secondes, nous nous sommes rencontrés sur un salon organisé par Genesys il y a quelques années. Et nous La belle époque. La belle époque, quand on pouvait se croiser, tout à fait. Et on a eu l'occasion de présenter l'offre Genesys Pure Cloud, d'échanger. C'est à ce moment-là, je pense que ça a commencé à accrocher un petit peu. EBP nous a demandé de lancer un audit chez eux, à la fois organisationnel, fonctionnel, métier et d'architecture, pour conforter l'idée qu'ils avaient de transformer leur infra et leur relation client du monde on-premise vers le cloud. Nous avons mené cet audit, on a pu présenter des conclusions, des axes d'amélioration, et c'est notre métier d'accompagner les clients dans la transformation de leur relation client. Et à l'issue, ils ont fait le choix de Genesys Cloud et on a pu les accompagner pour la mise en œuvre de cette solution. Très bien. Et justement, là, je me tourne du côté de Jean-Baptiste, vous qui êtes un peu le technicien de cette table. Au niveau du choix technologique, ça s'est passé comment? Alors, on avait trois critères, trois axes pour choisir notre solution. Le premier axe, c'était on voulait absolument s'affranchir de la partie infrastructure. Alors, historiquement, il faut savoir que chez EBP, on était sur plusieurs systèmes de téléphonie différents, pratiquement une par direction. Me souviens-toi, Anthony? Donc, c'était, on avait une volonté de rationaliser tout ça et de, effectivement, s'affranchir de la couche basse, la partie infrastructure. On cherchait également une solution full web, complètement full web, donc pareil avec tout ce qui est derrière les solutions full web en termes d'accessibilité, d'expérience utilisateur. Et enfin, bien sûr, à toute la partie un peu plus métier. Et là, c'est effectivement, je me suis appuyé sur Marie et ses équipes pour choisir la bonne solution qui répond avant tout à un besoin métier et fonctionnel. Très bien. Quels ont été les sujets engagés dans le cadre de cette collaboration justement entre métier et IT? Alors,
Les choix techniques qui ont été faits lors de ce projet, en fait, étaient complémentaires des choix métiers avec les équipes de Marie. Il n'y avait jamais de critères qui est prédominant sur d'autres. On était, enfin, avec Anthony aussi, on avait à cœur de bien mettre tout sur le même plan. Donc les choix techno, les choix infrastructure et les choix métiers, c'était à chaque fois des critères sur le même plan dans la décision finale. Il y avait un basique qui était d'uniformiser déjà. Exactement. De travailler sur le même outil de téléphonie, ce qui était quand même la base de la base et un but qu'on cherchait à atteindre depuis longtemps. Ouais. Ouais, c'est ça. On partait on avait 5 systèmes de téléphonie différents chez EBP. Donc derrière, avec des problématiques de maintenance, de gestion des compétences, enfin voilà, à maintenir 5 systèmes des SVI différents, c'est toujours très compliqué à maintenir dans une entreprise. Donc on avait vraiment un choix de rationaliser tout ça et de permettre aussi à toutes les directions d'avoir un seul et même outil. On avait même des disparités entre les directions. Il y avait des directions qui avaient des systèmes un peu plus innovants que d'autres, donc bien sûr avec tous les problèmes un peu plus RH que ça impliquait. Donc voilà, il fallait qu'on fasse très attention sur le choix de notre solution pour que ça puisse répondre à des besoins métiers, mais pour l'ensemble de l'entreprise. Et nous, derrière, avec l'IT, on arrivait avec des critères très infra, voilà, très de maintenance, d'exploitation de la solution, etc. Bien. Alors le Covid, ça a été l'épreuve du feu pour beaucoup de gens. En quoi ça a été également une belle épreuve également? Alors, en fait, l'épreuve du Covid, il faut remonter à 2017. Alors, bien sûr, on ne savait pas que... On ne savait pas, bien sûr, que le Covid allait arriver, mais vous allez comprendre pourquoi. En 2017, nous avons pris la décision de refondre totalement nos infrastructures, systèmes et réseaux et télécoms. En redimensionnant les liens, en urbanisant tout ce réseau télécom. En 2017, on a même changé d'opérateur. En 2018 est arrivée vraiment la digitalisation de l'entreprise. On pourra revenir sur la digitalisation de l'entreprise. Alors on a dématérialisé beaucoup de processus métiers, on a mis en place de belles solutions complètement dématérialisées et complètement full web. Et tout ça pour arriver du coup début 2020, lancement du Covid, ou réunion de crise le jeudi avec les membres de la direction EBP. Où d'ailleurs on a pu voir que là c'était vraiment lorsque le CODIR prenait une décision et l'assumait ensemble pour réaliser un projet ensemble, le projet réussissait à chaque fois. Et c'était vraiment, si nous avons réussi à gérer le Covid comme nous avons fait, c'est parce que le CODIR était vraiment uni sur un seul projet. Donc, mais sponsor de l'entreprise finalement. Exactement. Et donc le jeudi, nous avons pris la décision de mettre 100% de nos collaborateurs en télétravail pour le lundi suivant. Donc ça fait 600 personnes à mettre en télétravail. Alors imaginez la charge des équipes, il fallait chercher dans les armoires des vieux PC portables parce que tout le monde n'était pas en PC portable. Il fallait mettre ce qu'on appelle en place des VDI, donc c'est du bureau à distance pour permettre aux collaborateurs de se connecter à distance sur leur poste fixe dans les entreprises. Enfin bref, on a beaucoup travaillé avec les équipes du vendredi, samedi, dimanche et le lundi matin, 8h, 600 collaborateurs étaient en télétravail chez EBP. Donc on avait réussi notre mission. Mais pourquoi on l'a réussi ? Et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, c'est parce que ce n'était pas seulement un projet DSI, la mise en télétravail de 600 collaborateurs. C'était un projet de l'ensemble de l'entreprise. Voilà, c'était assez génial d'ailleurs, parce que effectivement, tout le management a accompagné. On savait dès jeudi qu'il allait falloir accompagner tous les collaborateurs à télétravailler depuis chez soi, et ce qui n'a jamais été fait, notamment sur de la production client. Et donc effectivement, tout le week-end a été EBP s'est transformé en usine à PC. On a monté du PC à tire-larigot. Mais parallèlement, les managers commençaient à préparer leur mode de management à distance, à préparer leurs équipes. Et lundi matin, on a ouvert aux clients à 9h. Ça a été magique parce qu'il n'y a eu aucune perturbation de production, aucune interruption de service. Il ne s'est rien passé pour le client, si ce n'est qu'on a ouvert. Et que tout le monde prenait les appels, les commerciaux comme les techniciens du support technique, à Rambouillet, à Chartres et à Rabat. Et c'était depuis une cuisine, depuis un séjour, depuis une salle de bain, depuis un salon. Mais tous les appels étaient pris et les clients ne se sont rendus compte de rien du tout. Certains nous ont même remerciés de s'être rendus compte de rien en disant « vous avez assuré ». Et c'est pour ça qu'en 2017, les choix qui ont été faits sur l'infrastructure, en 2018, sur les choix de digitalisation d'entreprise, en fait, on n'aurait jamais réussi le Covid si on n'avait pas, en amont, réalisé ces gros chantiers, à la fois techniques, à la fois organisationnels, à la fois métiers et fonctionnels. On a savouré nos choix tactiques de l'époque, ouais.
Très bien. Et donc, une continuité d'activité sans couture. Sans couture. Alors, sans couture, en tout cas pour nos clients, et nos sans partenaires. couture. Voilà. Après, pour les collaborateurs, forcément, bien sûr, c'était assez compliqué. Je me souviens de l'histoire des chaises. Que chaque collaborateur voulait récupérer sa chaise du bureau pour la mettre chez enfin bref, il y a une logistique aussi. Donc là, c'est pareil, les services généraux chez nous ont énormément œuvré. Les RH, les services généraux. Les tout le monde RH. On a beaucoup œuvré, ouais. Très bien. Et quels ont été finalement les résultats justement avec cette migration, ces projets applicatifs Qu'est-ce qui a importé en termes d'indicateurs? Alors, les premiers bénéfices de cette migration de 100% de l'équipe de production sur Pure Cloud, c'est d'abord l'uniformisation des systèmes quand même. C'est-à-dire que toute la production client, tous les commerciaux, quels que soient les canaux de distribution et tous les techniciens travaillent sur le même outil de téléphonie, ce qui est quand même juste génial. Le premier atout, c'est le monitoring. C'était combien d'outils avant? Il y en avait eu 5, c'est ça? Quelque chose comme ça, ouais. Donc là, on monitore en temps réel, ce que ne pouvaient pas faire un certain nombre des équipes. Donc monitoring en temps réel de qualité, qui permet de piloter la qualité de service, de piloter évidemment les files d'attente, d'optimiser la masse salariale, parce qu'au mieux je pilote, au mieux j'affine le nombre de personnes et de TP dont j'ai besoin sur telle et telle file d'attente, et donc je monitore ma masse salariale. Donc on a aussi gagné en efficacité budgétaire, j'ai presque envie de dire. Et on a gagné effectivement en qualité de service. Je vais vous donner 2-3 indicateurs, mais par exemple, sur le taux de résolution au premier appel, on est passé de 51%, qui n'était pas un super taux, à 91% en 6 mois. Et puis, on a des taux de joignabilité excellents, entre 92 et 95%, que ce soit au service commercial ou au service d'assistance technique. On est très, très fiers de notre NPS, notre Net Promoter Score, puisqu'on est à 60. C'est pas une fake news, hein, c'est un vrai score. Ouais. C'est une entreprise externe qui le fait et on est très très content. Ouais. on est très fiers de nos équipes. Et voilà, donc on a des bénéfices quand même très réels de ce déploiement. Tant d'un point de vue collaborateur sur la facilité d'utilisation, le monitoring en temps réel et le fait de pouvoir comparer des datas comparables entre services, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'était pas capable, sur un même service commercial avec des canaux de distribution différents et un service technique, on n'était pas capable de mesurer les mêmes indicateurs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On est capable d'agréger des datas qui nous permettent de beaucoup mieux piloter notre activité. Mais justement, si on doit un peu parler volumétrie, vous avez Alors en quelques termes de chiffres? volumétrie, sur 2020, tous services commerciaux confondus, appels entrants, appels sortants, on est à 300 000 appels traités. Et sur le service assistance technique, on est à 700 000 appels aussi, essentiellement entrants, tous sites confondus, ce qui représente une volumétrie moindre que celle de l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a eu moins d'attentes, il y a eu mieux de pilotage, c'est pas tant plus de pilotage que mieux de pilotage en fait de nos files d'attente, et nos clients et partenaires ont eu moins à nous rappeler puisqu'on était joignables. Bien. Vous parlez d'optimisation de la gestion des ETP. Est-ce que vous avez un chiffre à nous communiquer ou manque encore un peu de recul? Vous savez que c'est opérationnellement mieux? Alors c'est mieux, on a une évaluation chiffrée quand même, c'est-à-dire que sur 2020, je vais parler du côté assistance technique, support technique après-vente, puisqu'on est sur une activité très saisonnière. Vous comprenez que là, on est par exemple en période fiscale, on rentre dans le légal jusqu'à la fin du premier trimestre, et puis après c'est beaucoup plus calme sur le cours de l'année. Et donc pouvoir piloter ces flux saisonniers nous a permis en gros de pouvoir détacher des techniciens qui sont des collaborateurs très compétents, hyper bien formés, et donc on a pu les détacher à leur demande bien sûr, on ne les a pas forcés, dans d'autres services, et notamment chez Jean-Baptiste dans les équipes de développement. Et ça, on peut l'évaluer à environ 200 000 € de masse salariale détachée dans d'autres services que le service technique sur l'année 2020. Donc on optimise aussi notre masse salariale avec du pilotage fin d'appel. Très bien. Donc là, on était vraiment sur la gestion, on va dire, RH et de la masse salariale. On va parler plus largement de moyens technologiques et humains mis en place pour aboutir à un tel ROI et à de tels bénéfices métiers. Qu'est-ce qui a marché finalement? Comment ça marche un binôme DSI et relations clients pour que ça fonctionne? Déjà, qui est venu frapper à la porte de l'autre en premier? Alors c'est Marie. Personne ne frappe personne chez nous. Et puis Marie continue à frapper à la porte tous les jours. Ouais, tout à fait. Parfois même, je suis au courant de problèmes avant même mes équipes par Marie. Mais c'est très bien, ça montre qu'on a un vrai binôme. Ouais, tout à fait. Donc, non, c'est vrai que quand Jean-Baptiste est arrivé chez EBP en 2017, et il a apporté avec lui une culture de la relation client. Alors, j'ai envie de vous dire qu'une directrice de la relation client ait une culture de la relation client, ça me semble assez fondamental. Presque naturel. C'est mieux.
Qu'un DSI l'ait, c'est bien, c'est fondamental aussi, j'en ai moins vu. Et Jean-Baptiste, pardon, a cette culture de la relation client et il a voulu très vite acculturer aussi toutes ses équipes à ce sens client. J'ai senti très vite qu'on avait le même objectif commun de la satisfaction du client final ou du partenaire. Et un exemple très concret, c'est que vous voyez sur les plateaux de production, vous avez des afficheurs où on voit les files d'attente, les wallboards, les fameux wallboards. Vous avez, donc c'est sur ces afficheurs, le nombre de clients qui attendent dans les files d'attente. Jean-Baptiste a décidé de non pas les mettre que sur les plateaux de production, mais aussi sur les plateaux de développement informatique. Et donc tous les développeurs informatiques ont connaissance en temps réel. Comme on peut le voir à l'instant. Oui. Voilà, exactement, ont connaissance en temps réel des files d'attente. Vous voyez, elles sont vertes, il n'y a pas d'attente. Très bien. Jean-Baptiste, petite question d'ailleurs, comment vous avez cultivé cette appétence, cette culture du client ? En fait, c'est très simple. Moi, je pars du principe que le développement informatique n'est qu'un moyen. Un moyen pour rendre un service à un client. Donc, le code, le langage de programmation, les innovations techniques et technologiques, tout ça, ce ne sont que des moyens pour, au final, réaliser un produit pour nos clients. Pour que le produit puisse répondre à une mission. Et la mission dont a parlé Marie tout à l'heure. Donc, voilà. Moi, je reviens sur un point. On a parlé tout à l'heure de digitalisation des entreprises. Alors, derrière le mot digitalisation, on peut mettre tout et n'importe quoi. C'est un peu à la mode, la digitalisation d'entreprise. En quoi une entreprise est digitale ? Elle se digitalise avant tout, c'est la première chose, en sa capacité à décloisonner les directions. On désilote les directions. Ça veut dire quoi, hein ? Très concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas la DSI qui travaille dans son coin et la direction de la relation client qui travaille dans son coin, la direction marketing, la direction commerciale, etc. C'est très important. Donc ça, c'est le premier point. Comment casser les silos, comment casser les directions. Et une entreprise sera vraiment digitalisée en faisant ça. Ça ne sert à rien de mettre des processus dans tous les sens, des super applications dans tous les sens. Si on n'arrive pas derrière à casser les silos, ça ne servira à rien. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le management. On a la chance avec Marie d'avoir à peu près le même mode de management. En fait, on ne sert pas à grand-chose. On est là juste pour faciliter le travail de nos équipes. Moi, je me considère comme un facilitateur pour mes équipes. Je ne fais que faciliter leur travail. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que pour ce projet de mise en œuvre de PureCloud, de Genesys PureCloud, nous avons monté une équipe projet, mais une équipe projet multi-direction, pluridisciplinaire, complètement matricielle. Une sorte de task force. Exactement. Et c'est que comme ça qu'on y arrive. Donc, cette équipe projet, qu'elle vienne de plusieurs directions, avait un seul objectif commun, c'était effectivement la mise en œuvre, la mise en place de Genesys PureCloud. Mais Anthony, vous vouliez ajouter quelque chose ? Simplement rebondir sur ce que disait Jean-Baptiste, c'est ce qui est parfaitement fondé et qu'on voit en fait assez rarement. Je vois régulièrement des clients et des prospects. Et j'ai souvenir que dès notre première réunion, nous avons pris connaissance pour déterminer les conditions de l'audit, etc. On avait à table, autour de cette table, à la fois la direction générale, direction relations commerciales, relations clients, SI, commerce, et jusqu'au chef de projet qui serait peut-être embarqué dans ce projet s'il avait lieu. On avait tout le panel des intervenants qui seraient en effet nécessaires à la bonne conduite d'un changement, à la bonne implication. Et ça, c'est assez rare. On le voit plutôt en plusieurs fois. Il faut que les étapes avancent. Là, c'était en une seule fois. C'était très intéressant dès le début. Et je suis très content d'entendre les résultats qu'ils ont pu obtenir, parce que c'est ce qu'on essaie de promouvoir, nous, en tant qu'intégrateurs et promoteurs de cette offre. On essaie d'expliquer aux prospects ce qu'ils pourront en tirer, quels bénéfices pourront en tirer. Là, on voit que c'est concret et qu'il y a vraiment un retour sur investissement qui est indéniable. Mais on gagne du temps à travailler ensemble, c'est clair. Oui, on perd pas de temps. Alors, la disparition des silos, c'est un terme qu'on entend maintenant depuis 10 ans avec la naissance du big data et de son analyse surtout. C'est aussi des moyens managériaux avant tout, comme vous le disiez, au niveau humain. C'est quoi les obstacles ? Qu'est-ce que vous avez identifié ? C'était quoi les achoppements, les grains de sable dans ce rouage hors silo ? En fait, je vais peut-être vous surprendre, mais on n'a pas eu, en tout cas, notre direction, nous deux, nous n'avons pas eu de point de friction. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je dois, par exemple, faire une opération de maintenance sur un système très technique sur l'infrastructure. Okay, et ben, cette opération, je ne vais pas prendre la décision de la faire tout seul. Je vais appeler Marie, je vais essayer de vulgariser l'opération qui est prévue, mais pour qu'elle comprenne, mais je vais lui dire, écoute Marie, on a prévu de faire ça pour telle raison, mais voilà les risques, voilà les éventuels impacts. Qu'est-ce que tu en penses ? Et c'est ensemble qu'on va prendre cette décision. C'est pas moi tout seul qui vais prendre la décision de toucher, notamment au SVI en l'occurrence. Et de la même manière, je sais que sur des projets de cette envergure-là,
Je sais on pourra discuter tous les deux, on va argumenter, on sera peut-être pas d'accord tout de suite, mais déjà, on se parle correctement, on se respecte. Et du coup, on arrive à échanger. Je sais que le point de décision premier, ce sera, et pour JB et pour moi, l'intérêt du client ou du partenaire. L'intérêt d'abord de ça. Après, on va parler coûts, bénéfices, engagement des charges d'activité, etc., etc. Mais je sais que nous deux, on va d'abord décider sur quel est l'intérêt du client au final, quel est l'intérêt pour EBP, pour le client. Ce qui fait que ça facilite quand même drôlement les argumentations, quoi. C'est quoi votre petite recette justement pour convaincre les équipes et les embarquer sur ce genre de collaboration transverse? Je pense que déjà, il y a un peu de mimétisme. C'est-à-dire que quand nos équipes nous voient bien nous entendre nous charrier, faire en sorte que même sur des sujets, parce que des bugs, des pets, il y en a quand même assez souvent. L'IT, c'est pas une science qui reste super stable, voilà. C'est le principe d'un projet IT. Voilà, et on s'emballe pas, je m'énerve pas. Je suis jamais tombée sur le SI en disant c'est quoi ce bazar. Jamais. Donc on se respecte. Donc par mimétisme aussi, les équipes voient que leur problème peut se régler sans qu'on se mette dessus, quoi. Je veux dire, on peut parler, discuter correctement et déclencher des plans d'action propres et qui sont efficients à la fin. Et on travaille proprement. Voilà. Et pourquoi notre binôme fonctionne très bien? Parce que déjà, je pense qu'on a un profond respect l'un pour l'autre, des périmètres et des compétences de l'un et de l'autre. Et du coup, nos équipes, comme tu dis par mimétisme, mais nos équipes, c'est également, nos équipes sont chacune spécialisées dans leur domaine. Et du coup, il y a une vraie complémentarité. Il n'y a pas une rivalité entre nos directions. On se complète, on est tous là pour travailler ensemble. Et je dis souvent à mes équipes, sur la porte d'entrée, il n'y a pas écrit DSI ou il n'y a pas écrit direction de la relation client. Il y a écrit EBP. On est là, on est chez EBP. Donc on est tous ensemble, une seule et même équipe pour nos clients. Et le but, c'est nos clients, la satisfaction de nos clients. Très bien. Et si on se repenche un peu au niveau de la technologie, ça a été quoi concrètement ces apports, Marie, l'utilisation de ces nouveaux outils en termes de gains métiers? Le gain métier, il est vraiment, j'en reparlais encore la semaine dernière avec une partie des managers, il est vraiment sur le monitoring en temps réel. Ils reviennent systématiquement sur ce sujet-là, c'est-à-dire pouvoir avoir cette vue réelle qui a cruellement manqué pendant des années chez EBP, la vue réelle de ce qui se passe sur les files d'attente, en entrant, en sortant, par campagne, marketing, sur les différents niveaux d'assistance technique, sur chacun des sites. Toute cette batterie d'indicateurs en temps réel, pouvoir prendre des décisions et ne pas subir l'activité, c'est quelque chose qui est vraiment plaît énormément, fait gagner un temps fou, fait gagner de l'argent. Et en plus, ça semble être facile d'utilisation. C'est pas moi qui l'utilise au quotidien, c'est eux qui me le disent. Et en plus, ils sont contents du fait que ce soit facile d'utilisation. Donc, le premier gain métier sur la techno, il est vraiment sur ce monitoring en temps réel. Ouais. C'est clair? C'est clair et net. Anthony, vous avez joué quoi comme rôle justement dans ce projet? Alors, on a ramené les croissants, le café. Alors, sérieusement, on a tenté de partager notre expérience. Nous sommes intégrateurs dans la relation client depuis plus de 13 ans maintenant. On travaille avec tout type de clients, de toute taille. Et notre ambition, c'est aussi de partager la connaissance et l'expertise que nous avons dans ce domaine-là et aider un client à faire une transformation que nous avions nous-mêmes entrepris 3-4 ans avant, passer de l'environnement on-premise éclaté avec plein de solutions hétérogènes, comme vous l'avez expliqué, vers une solution omnicanal dans le cloud qui permet en effet d'avoir du monitoring temps réel, entre autres, mais beaucoup d'autres choses. Donc notre job, ça a été de leur dresser un constat de ce qu'ils avaient actuellement, leur faire voir jusqu'à où nous pouvions aller dans le monde idéal, parce que nous avons encore beaucoup de chantiers en cours, les bots, l'IA, etc. Et voir comment on peut les accompagner sur ce chemin pour qu'ils puissent en effet améliorer tout leur KPI. Donc voilà quel a été notre rôle au-delà d'un intégrateur. C'est vraiment un partenaire de la relation client qui va les aider à transformer tout cela. Et c'est un travail au quotidien qui est loin de se finaliser à date. Encore de nombreux autres chantiers à venir. Il y en a nombreux, même une commande qu'on a reçue hier, je ne sais pas si Alexandra te l'a dit. Donc un nouveau chantier qui va permettre de réduire encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont passés de 6 outils, ils ont rapatrié 3 outils sur Genesys Cloud. Il y en a encore un 4e qui va arriver. Donc on est vraiment dans la concentration de ces outils sur une seule plateforme unique. C'est vraiment l'intérêt de ce type d'outils. Ouais, c'est clair. Et donc si on se tourne vers l'avenir, Jean-Baptiste, c'est quoi l'avenir de BP aujourd'hui par rapport à l'ensemble de ces projets? Alors en fait, Genesys Pure Cloud nous permet dès aujourd'hui de répondre à un de nos axes stratégiques qui est le data driven, ou comment une entreprise est pilotée par la data, la donnée. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais aussi un des critères de choix dans la solution, c'était justement la
possibilité pour nous, EBP, de collecter de la data et de l'intégrer à notre récit. Et donc voilà, Genesys Pure Cloud nous permet en fait d'exploiter de la donnée sur notre SVI et répondre à cette stratégie absolument nécessaire aujourd'hui de piloter nos activités par la donnée, par la connaissance de clients. Très bien. Anne-Sophie, le mot de la fin avant les questions-réponses. Marie. Marie, pardon, je ne sais pas. Je suis rebaptisée. Voilà, Marie. Le mot de la fin, c'est que pour revenir au titre du thème d'aujourd'hui, c'est que clairement, on gagne un temps fou à travailler ensemble et à respecter nos cœurs de métier respectifs. C'est-à-dire que je connais mon métier de la relation client, je connais mes équipes. Jean-Baptiste connaît les siennes, connaît ses équipes et connaît son cœur de métier. Et on se parle correctement, proprement et dans le but de faire avancer les plans d'action. Voilà. La culture du résultat, la culture du client final, elle est vraiment gagnante pour ça. Effectivement, après, on s'appuie aussi sur des intégrateurs de qualité, ça aide aussi beaucoup. Merci Marie. Sans transition, je vais m'adresser à François. Il nous reste encore peut-être 1 minute pour prendre une question. Bonjour François. Oui, bonjour à tous. Une question, quel rôle ont joué les RH dans ce type de projet qui casse les silos ? Faut pas se fâcher. Hein. Non. Alors, les RH ont joué et jouent de toute façon un rôle primordial. Là aussi, on travaille forcément en permanence avec la RH et surtout sur des métiers. Les métiers de la relation client sont des métiers en permanence. C'est un duo permanent avec les RH. Ça vient en trio la prochaine fois. Mais on vient à tout à 600. La promotion de la mobilité interne est un facteur clé aussi chez EBP. Donc, ça casse aussi les silos. C'est-à-dire que le fait que des techniciens de l'assistance technique de la DRC aillent en détachement 6 mois à la DSI, ça permet de voir autre chose, ça permet de voir un autre management, ça permet de voir d'autres manières, d'autres méthodes de projet, ça permet de voir, ça désilote aussi. La promotion interne vers d'autres directions, ça permet de casser les silos. Et on est aussi très adepte chez EBP depuis 1 ou 2 ans de communication interne everyone, all staff en fait. Là aussi, ça permet de voir ce qui se passe ailleurs, dans les autres directions. Ça ouvre un peu les chakras de tout le monde. Et voilà, ce sont des petits pas après petits pas. C'est la RH, c'est la communication et c'est le rôle, je dirais, de chaque manager, de chacun des managers de l'entreprise, quel que soit le niveau managérial. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci Marie Abniot, merci Jean-Baptiste Hennequin, merci Anthony Sebag. La session donc se termine. L'occasion de remercier Genesys pour sa participation en tant que partenaire de ce webinaire. Merci aussi aux partenaires médias et institutionnels. Je pense à Ecoréseau Business, Sens du Client, Franchise et Concept, élu service client de l'année, l'Institut national de la relation client, la FIGEC, l'Institut du commerce et Agora News, Expérience Client. Un grand merci également enfin aux équipes d'Agora Manager et Agora Média. Merci d'avoir assisté à ce temps fort et à bientôt en replay. Benjamin, jingle s'il te plaît.